Alors, bonsoir à tous. Mon nom est Daniel Riendo. Je serai votre présentateur ce soir. Le but de cette présentation est d'expliquer comment organiser un concours en ligne. C'est la première de deux parties. Je vais expliquer les concepts qui sont associés à un concours en ligne. Donc, le contenu de ma présentation, je vais vous fournir des informations de base et les ressources nécessaires pour organiser un concours en ligne. Je vais expliquer en détail le déroulement typique d'un concours et ainsi que comment se préparer, comment préparer les concurrents et les officiers de concours pour un concours en ligne, parce qu'il y a une certaine dose de préparation qui sont requis. Et ce qui ne sera pas inclus, bien entendu, ce sera les détails techniques sur comment faire une réunion dans Zoom, comment créer des salles virtuelles, etc. Ça va être couvert dans la deuxième partie de la présentation. Vous pouvez m'interrompre si vous le voulez. En principe, je n'ai rien contre ça. Pendant ma présentation, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, mais il est possible que je vous recommande d'attendre la plénière si je vois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Et si je vous demanderais, si vous n'êtes pas en train de parler, d'éteindre votre microphone pour être certain qu'il n'y a pas de bruit pendant la présentation. Donc, le Discours 61, cette année, organise le concours de discours international, bien entendu, comme à toutes les années. Cette année, il va aussi y avoir un concours d'évaluation. L'an dernier, c'était un concours d'improvisation. Cette année, c'est un concours d'évaluation. Les deux concours vont être dans les deux langues, ce qui fait qu'au total, nous allons avoir 4 concours à organiser. Les clubs, on s'attend à ce que les clubs organisent leur concours en novembre ou en décembre. Les secteurs vont organiser leur concours en janvier ou en février. Les divisions vont organiser leur concours au mois de mars et le district, évidemment, les concours vont avoir lieu pendant la conférence du district qui va avoir lieu le 16 et le 17 avril. Les clubs auront la possibilité d'organiser un concours soit en personne, soit en ligne. Évidemment, si vous faites un concours en personne, vous devez respecter les règles selon votre gouvernement et votre municipalité. Si c'est possible de faire des rencontres en personne en respectant la distanciation physique, vous avez le droit de le faire. Vous pouvez aussi organiser des concours en ligne. Les secteurs, les divisions, les districts, eux, vont organiser leurs concours en ligne seulement. Le matériel, je vous invite fortement à visiter Toastmasters International ainsi que le site web du District 61. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser ces deux liens que je vous présente ici. Vous pouvez, sur toastmasters.org, vous pouvez sélectionner Leadership Central et il y a un item qui s'appelle Speech Contest. Et dans cette page-là, vous allez avoir beaucoup de matériel. Vous allez probablement avoir tout le matériel que vous avez besoin. Au District 61, vous avez un onglet qui s'appelle Ressources. Donc, vous cliquez sur Ressources. Vous avez un item qui s'appelle Concours de discours ou Speech Contest en anglais. Et vous allez avoir accès à plein d'informations, plein de matériel. Moi, je vous recommande fortement de télécharger le matériel disponible, le regarder, vous familiariser avec le matériel pour être le plus possible en mesure d'organiser un discours de façon efficace. Donc, les ressources nécessaires, évidemment, dans tout concours de discours, nous avons les rôles traditionnels, président, présidente de concours, nous avons le ou la juge en chef, nous avons les juges votants, le juge de prix d'égalité, nous avons 2 chronométreurs. Ici, une petite nuance. Dans un concours en personne, il y a un chronométreur qui montre les couleurs et l'autre chronométreur qui enregistre les temps de chaque concurrent. Dans un concours en ligne, les 2 chronométreurs enregistrent le temps. Et ça, c'est au cas où il y a un problème technique. Un des chronométreurs se disconnecte accidentellement.
On veut s'assurer d'avoir tous les temps pour tous les concurrents. Et aussi, il va y avoir un chronométreur qui va montrer les couleurs, mais si, encore une fois, s'il y a des problèmes techniques et le chronométreur est incapable de le faire, l'autre chronométreur peut prendre la relève à ce moment-là. Évidemment, comme dans tout concours, on a besoin de 3 scrutateurs. Et dans les concours d'évaluation, nous avons aussi besoin d'un orateur ou d'une oratrice cible. Si vous avez bien compté, en considérant qu'on a besoin d'au moins 5 juges, ça prend un total de 14 volontaires. Et ici, dans le cas des concours en ligne, nous n'avons pas encore inclus les administrateurs du concours. Donc, ça fait beaucoup de monde à impliquer. Au niveau des clubs, le règlement dit que vous n'êtes pas obligé d'organiser un concours, vous pouvez simplement nommer le ou la concurrente qui va participer au concours de secteur. Évidemment, c'est beaucoup plus amusant d'organiser un concours au niveau du club, mais dans les clubs où vous avez un faible nombre de membres, c'est plus difficile d'avoir le personnel nécessaire pour organiser un concours, qu'il soit en personne ou en ligne. Vous pouvez inviter des gens de d'autres concours pour vous aider, ou bien le règlement, le règlement explique que les exigences au niveau du personnel, c'est dans le cas où c'est possible de le faire. Donc, le règlement permet au club de fonctionner, d'effectuer un concours avec un personnel réduit. Évidemment, il y a des choix à faire pour s'assurer que le concours demeure efficace et aussi qu'il soit crédible. Par exemple, vous n'allez pas impliquer les juges dans d'autres rôles et le président de concours ne devrait pas faire d'autres rôles non plus. Donc, il faut être raisonnable. Considérant qu'on parle ici d'un concours en ligne, vous avez besoin d'une équipe organisatrice pour gérer la plateforme sur laquelle vous allez faire votre concours. Alors, à Toastmasters, on utilise la plateforme Zoom par défaut. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'utiliser la plateforme Zoom. Ça veut simplement dire que mes références à moi sont sur cette plateforme-là. Encore une fois, je n'explique pas les détails comment utiliser Zoom, je vais quand même faire quelques références à Zoom de temps à autre. Dans Zoom, vous avez le droit à un ou une administrateur, administratrice principale. Ça, c'est la personne, je vais expliquer les fonctions bientôt, mais c'est une personne qui est très importante. Vous avez droit à un seul administrateur principal ou administratrice principale. Par contre, vous n'êtes pas limité par le nombre d'administrateurs adjoints. Vous pouvez en nommer autant que vous voulez. Et personnellement, je vous recommande d'en nommer au moins 2 pour s'assurer un fonctionnement efficace du concours et je vais l'expliquer bientôt. Vous remarquez que dans un concours en ligne, on n'a pas vraiment besoin de huissier. On n'a pas besoin de quelqu'un pour escorter les concurrents vers une salle séparée. Dans le cas d'un concours en ligne, moi, je considère qu'un administrateur ou une administratrice, c'est l'équivalent d'un huissier. Et si vous êtes administrateur d'un concours, vous pouvez vous nommer vous-même huissier de façon informelle. Et dans un petit groupe, lorsqu'il est question d'un concours dans un club où le nombre de membres est réduit, un administrateur peut aussi accomplir un autre rôle comme celui de scrutateur ou de chronométreur. Évidemment, c'est si vous n'avez pas le choix et c'est une solution de dernier recours. Pour organiser un concours en ligne, ça vous prend bien sûr une plateforme. Je vous recommande d'utiliser une plateforme avec une licence, un permis d'utilisation professionnelle. Si vous utilisez Zoom, la version gratuite, vous allez être limité en temps. Donc, Zoom vous permet de faire des conférences en ligne, mais avec une limite de 45 minutes. Et les concours, normalement, vont durer plus longtemps que ça. Alors, je vous recommande d'acheter une licence Zoom professionnelle pour être capable de faire des réunions et des concours sans limite de temps. Vous avez besoin aussi d'une plateforme qui va être capable de créer des salles virtuelles, des breakout rooms, comme on dit en anglais. Et pour organiser une réunion en ligne, vous avez besoin d'une forme de communication en parallèle, soit par téléphone, soit par messagerie, de préférence les deux en même temps. Et ça aussi, je vais l'expliquer un petit peu plus en détail.
Je vous montre ici une représentation de à quoi ça ressemble lorsqu'on divise un concours, lorsqu'on divise une réunion Zoom en plusieurs salles virtuelles. Il s'agit seulement d'une représentation virtuelle. Ce n'est pas normalement qu'est-ce qu'on voit du point de vue administrateur, mais c'est une façon illustrative que je vais utiliser pour montrer le déroulement d'une réunion. Il faut savoir que dans une salle virtuelle, on ne voit que ce qui se trouve dans la salle en question. Donc, les participants dans la salle numéro 1 vont voir les autres participants dans la salle numéro 1, ne verront pas les participants dans la salle numéro 2 ou la salle numéro 3. La messagerie, la même chose. Si vous regardez votre chat, vous verrez, si quelqu'un écrit un message, vous allez seulement voir les messages des gens qui sont dans la même salle que vous. Vous ne verrez pas les messages des gens qui sont dans une salle différente. Et la liste des participants, c'est la même chose. Si vous consultez la liste des gens qui sont présents dans cette salle-ci, vous ne verrez pas les gens qui sont, par exemple, dans la salle où se trouve la présentation en anglais. L'illustration à droite, c'est vraiment qu'est-ce que l'administrateur Zoom voit. L'administrateur principal est capable de transférer des participants d'une salle virtuelle à une autre. Donc, la personne 1 et la personne 2, je pourrais, comme administrateur, les transférer de la salle 1 vers la salle 2, etc. Les administrateurs adjoints, eux, ne peuvent pas transférer les personnes. Ils peuvent se transférer eux-mêmes d'une salle à une autre, mais ne peuvent pas transférer les personnes. Pour organiser un concours en ligne, il est recommandé de créer 4 salles, au moins 4 salles virtuelles. Vous pouvez en créer plus que 4. Je pense, il y a peut-être une limite maximale, mais c'est une limite qui est très élevée. Donc, vous pouvez créer un grand nombre de salles si vous le voulez. Ma préférence, à moi, c'est 4 salles virtuelles, dont une salle pour les concours, la salle principale dans laquelle le concours va se dérouler, une salle dans laquelle vous allez être capable d'isoler les concurrents qui font le concours d'évaluation, et ça peut aussi être la même salle que vous utiliserez pour les scrutateurs, ou ça peut être une salle différente si vous le voulez. Ça va vous prendre une salle pour isoler les juges, alors que les scrutateurs sont isolés dans une autre salle. Donc, et une 4e salle, au cas où il y aurait un problème en cours de route, où vous voudriez avoir une salle privée avec un nombre limité de personnes pour discuter. Donc, je lui ai expliqué, il y a 2 sortes d'administrateurs. Il y a l'administrateur principal qu'on appelle « host » en anglais, et il y a l'administrateur adjoint qu'on appelle « co-host ». Les 2 administrateurs peuvent contrôler les caméras et les micros des participants. Donc, si un participant fait du bruit à un mauvais moment, on peut éteindre son microphone. On peut éteindre les caméras aussi. Dans le cas des caméras, un petit détail à se rappeler, c'est que lorsqu'on éteint la caméra d'un participant, le participant ne sera plus capable de réouvrir sa caméra. Il va devoir demander la permission d'un administrateur pour l'ouvrir. Les 2 administrateurs peuvent se déplacer eux-mêmes d'une salle virtuelle à une autre, mais l'administrateur principal, le host, lui, il est la seule personne à pouvoir créer des salles virtuelles, comme Earl l'a fait tout à l'heure. Il est le seul aussi à pouvoir transférer les participants d'une salle à une autre. Donc, Earl, lorsqu'il a créé les salles virtuelles, il nous a tous transférés ici. Il a transféré les participants anglophones dans l'autre salle. Et l'administrateur principal a le pouvoir de désigner les autres participants comme administrateur adjoint, ou peut aussi transférer son statut, il peut nommer quelqu'un d'autre comme administrateur principal. Ce faisant, il perd son titre d'administrateur principal. Donc, à ce moment-là, les fonctions des administrateurs sont les suivantes. Un administrateur principal, sa mission, ce sera de s'assurer de démarrer la session en ligne pour que le concours puisse débuter au bon moment. Et il va aussi créer les salles virtuelles. Sa fonction, c'est aussi de permettre l'accès à tous à la salle de concours, parce que lorsque on se connecte à Zoom, on accède à l'espace principal. On n'est pas dans une salle virtuelle. On est dans, moi, ce que j'appelle la réception.
Et à ce moment-là, c'est l'administrateur principal qui doit admettre ces gens-là à la salle de concours. Et l'administrateur principal va s'occuper de transférer les concurrents et les officiers de concours d'une salle à une autre selon les besoins. Les fonctions d'un administrateur adjoint, c'est de surveiller, entre autres, surveiller les salles virtuelles où se trouvent des participants, où se trouvent soit des concurrents ou des officiers, pour s'assurer que tout se déroule comme prévu. Et s'il y a un problème, que le problème soit intercepté le plus tôt possible. Il doit coordonner aussi les transferts de personnes d'une salle virtuelle à une autre. Comme je l'ai mentionné plus tôt, on ne voit pas, si nous sommes dans une salle en particulier, nous ne voyons pas ce qui se passe dans l'autre salle. C'est la même chose pour un administrateur. Si je suis un administrateur principal et que je suis dans cette salle-ci avec vous, je ne vois pas ce qui se passe dans une autre salle. Alors, s'il y a un problème dans une autre salle, je ne le vois pas. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin d'un administrateur adjoint dans l'autre salle pour vérifier, s'assurer que tout se passe bien. L'administrateur adjoint sert aussi de huissier au sens où lorsque les concurrents sont isolés dans une salle virtuelle, dans une autre salle virtuelle pendant le concours d'évaluation, parce que quand c'est le moment pour les évaluateurs de préparer leur évaluation, il doit y avoir quelqu'un pour s'assurer qu'il n'y a aucune tricherie. Normalement, dans un concours en personne, c'est le huissier qui s'occupe de surveiller les concurrents. Dans un concours en ligne, ce sera un administrateur. Et si jamais il y a un problème et que les administrateurs doivent discuter entre eux, mais ça prend une façon de communiquer à l'extérieur de Zoom, comme je l'ai mentionné, soit par téléphone, soit par messagerie. Mais pas la messagerie dans Zoom, il faut que ce soit une messagerie à l'extérieur. Les deux administrateurs, je viens de l'expliquer, ont le pouvoir d'éteindre les microphones et les caméras. Ils peuvent aussi isoler ou exclure des gens qui voudraient causer des problèmes, soit des gens qui causent des problèmes par accident. Ils essaient la fonction partage d'écran, ils ne savent pas c'est quoi. Et là, pendant qu'un orateur est en train de faire un discours, on voit l'écran de quelqu'un qu'on n'est pas supposé voir. À ce moment-là, on peut isoler cette personne-là, on peut l'amener dans une autre salle et discuter avec cette personne, lui donner un avertissement. Et si la personne récidive, à ce moment-là, l'administrateur principal ou adjoint peut exclure cette personne-là du concours. Évidemment, tous les administrateurs doivent s'assurer du bon fonctionnement du concours avec les pouvoirs qu'ils possèdent. Donc, communication en parallèle, je recommande fortement une communication par téléphone. J'ai participé moi-même comme administrateur dans des concours de division et de district. Et je peux vous assurer qu'une connexion téléphonique, c'est très, très utile. Si vous avez un téléphone intelligent, sûrement que vous avez une fonction téléconférence dans votre application téléphone. Et ça vous permet à ce moment-là de communiquer avec plusieurs personnes à la fois. Donc, vous vous organisez entre organisateurs pour établir une communication téléphonique. Et bien entendu, et ça je l'ai appris à la dure, ça prend un forfait téléphonique qui ne vous coûtera pas trop cher, un forfait illimité si c'est possible. La première fois que j'ai participé comme organisateur, j'ai payé 100 $ parce que j'ai été pendant 1 heure au téléphone alors que je ne savais pas qu'il fallait que mon forfait n'était pas illimité. Vous pouvez aussi opter pour une communication par messagerie, texte, courriel, l'application Slack ou toute autre application auquel vous êtes familier. Il est recommandé, surtout pour les concours de secteur, de division, de district, il est recommandé d'avoir 2 canaux de communication, un pour le président de concours et les concurrents avec les administrateurs, et un autre canal pour les juges et les administrateurs. Et ça permet à ce moment-là d'échanger, s'assurer que les concurrents, les juges sont bien préparés pour le concours. Et ça permet aussi, c'est une façon très efficace d'entrer en contact avec les administrateurs si, par exemple, un concurrent ou un officier perd le contact, des raisons techniques. Si quelqu'un se déconnecte par accident,
Ça permet à ce moment-là de contacter directement un des administrateurs. Ça permet aussi de communiquer plusieurs informations, par exemple une liste de concurrents. Par exemple, pour les administrateurs, c'est important de connaître le nom des juges. Et à ce moment-là, la messagerie est une excellente façon de communiquer ces informations-là, en notant bien entendu que ça reste confidentiel, que ce soit seulement les bonnes personnes qui aient accès à ces canaux de communication-là. Ne pas utiliser la messagerie Zoom parce que d'une part, il y a seulement les gens dans la même salle que vous qui vont voir ce que vous écrivez, et d'autre part, il y a le risque d'accident, par exemple, que vous écriviez à la mauvaise personne. Par contre, je recommande la messagerie dans Zoom lorsqu'il est question d'informer le président de concours. Je donne un exemple pour l'informer du résultat du vote des juges. Donc, lorsque les scrutateurs ont terminé leur travail, le juge en chef va communiquer avec les administrateurs, c'est quoi le résultat. L'un des administrateurs qui est dans la salle de conférence, la salle de concours, pardon, peut contacter le président de concours par la messagerie Zoom, un message privé disant « Voici les résultats, nous sommes prêts à procéder avec la cérémonie de clôture ». Je vais dire quelques mots concernant la convention d'identification. Bon, il y a deux façons au moins de se renommer soi-même ou de renommer une personne qui participe au concours. Les administrateurs, tous les administrateurs ont le pouvoir de renommer chaque personne qui participe, qui est présent dans la salle de concours. Et à ce moment-là, pour faciliter le travail de l'administrateur principal, on demande à ce que les personnes qui effectuent un rôle ou qui participent comme concurrents ajoutent le nom de leur rôle devant leur nom. Donc, si je suis chronomètre, il est recommandé que j'inscrive chrono en avant de mon nom. Si je suis concurrent, je vais écrire concurrent. Si je suis concurrente, je vais écrire concurrente devant mon prénom et mon nom, pour que l'administrateur principal puisse savoir qui il doit transférer au moment prévu. Je rappelle que l'administrateur principal est la seule personne qui peut transférer des gens d'une salle virtuelle à une autre. Et ce n'est pas dans Zoom, malheureusement, ce n'est pas une interface qui est très, très facile à utiliser. On ne peut pas cliquer, déplacer un nom. Il faut vraiment sélectionner, trouver le nom dans la liste, ce qui peut en soi être difficile. Une fois qu'on a trouvé le nom, on le sélectionne. On doit sélectionner la salle dans laquelle on veut transférer la personne. Et voilà. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Sur la convention d'identification. En ce qui concerne les juges, comment est-ce qu'ils font puisqu'ils doivent rester discrets? C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. On ne demandera pas aux juges d'inscrire le mot « juge » devant leur nom pour des raisons évidentes. Le rôle de juge est un rôle confidentiel. Par contre, les administrateurs vont avoir à leur disposition la liste des juges. Donc, on va simplement demander aux juges d'écrire leur nom correctement pour qu'il soit facile à identifier. Donc, nom et prénom. Et les administrateurs vont utiliser la liste des juges pour savoir exactement quelle personne transférer d'une salle à une autre au moment convenu. La même règle s'applique pour l'orateur ou l'oratrice cible. Dans son cas, il existe deux options. Soit la personne écrit son nom et son prénom, et à ce moment-là, les administrateurs, eux, vont avoir eux vont connaître la personne qui va faire le discours cible. Ou bien la personne peut simplement écrire orateur cible ou oratrice cible au lieu d'écrire son nom et son prénom. Donc, c'est simplement écrit orateur cible et bien entendu, la personne va garder sa caméra fermée jusqu'à temps que ce soit le moment de prononcer son discours. Le déroulement d'un concours. Alors, il y a deux concours à organiser, concours de discours, concours d'évaluation. 4 concours si vous le faites dans les deux langues. La durée d'un concours va dépendre du nombre de concurrents, mais
Une règle de base prévoyait environ 1 heure par concours. Oui, Linda, je vois un message de Linda qui me dit « L'orateur cible doit rester secret également ». C'est ce que j'ai expliqué, l'orateur cible reste secret jusqu'à temps que ce soit le moment de délivrer son discours. Alors, j'utilise l'outil illustratif que je vous présente à l'instant pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est seulement une façon de se rappeler mentalement comment fonctionne un concours en ligne. Nous avons, dans le cas-ci, nous avons nous avons 24 personnes qui sont présentes dans la salle de concours, la salle numéro 1, et tout le monde a leur caméra allumée, ou presque. Et bon, une ambiance festive, on peut présumer. Nous sommes quelques minutes avant le début du concours. Et nous avons, ici, on voit qu'il y a un président de concours qui s'apprête à s'adresser la parole. Et on a 3 administrateurs. C'est seulement un exemple ici, il peut y avoir plus que 3. On a 3 administrateurs qu'on appelle affectueusement les Zoom Ninja, qui vont, des fois on les voit, des fois on ne les voit pas, ils sont un peu mystérieux, mais ils travaillent en coulisses pour s'assurer du bon déroulement du concours. Un des administrateurs va présenter le président ou la présidente de concours. Il va expliquer, avant ça, va présenter les règles de bienséance, quand est-ce qu'on a le droit d'allumer ou d'éteindre la caméra, des règles comme par exemple ne pas partager son écran, etc. Donc, il va expliquer les règles de base et ensuite va présenter le président et la présidente de concours. Et ensuite, le président et la présidente vont enchaîner avec son discours d'introduction, il va présenter les règles du concours, le fameux briefing, va demander au juge en chef si les officiers de concours ont été préparés. Le juge en chef va dire oui, ils sont prêts à agir. Et à ce moment-là, une fois que tout le monde est prêt, le concours débute. Le président ou la présidente de concours va demander à tout le monde d'éteindre leur caméra et leur microphone, sauf, bien entendu, le premier concurrent et un des chronométreurs. Il va demander au concurrent s'il est prêt. Et ça, c'est une distinction par rapport à un concours en personne. Au concours en personne, on procède simplement avec la présentation du concurrent. Un concours en ligne, étant donné qu'il y a un risque que l'orateur, l'oratrice soit mal préparé pour des raisons techniques, que peut-être son microphone, il a oublié de l'allumer. Pour cette raison-là, le président va demander au concurrent « Monsieur le concurrent, êtes-vous prêt? » Et le concurrent va répondre « Oui, je suis prêt » ou « Je suis prête ». Et à ce moment-là, on procède avec la présentation comme on fait d'habitude dans un concours de discours. Nom du concurrent, titre du discours, nom du concurrent. Le président va éteindre sa caméra. Le concurrent va procéder avec son discours. Le discours va évidemment durer entre 5 et 7 minutes, on l'espère. Et pendant la durée du discours, le chronométreur va montrer ses cartons de couleurs tels qu'il doit le faire normalement. Lorsque c'est un concours en ligne, il y a 2 façons de présenter des couleurs. Je vais mettre fin au partage temporairement. Donc, si vous êtes capable de sélectionner ma vidéo et de sélectionner PIN, à ce moment-là, ça va vous permettre de me voir en grand écran sur votre écran. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ce n'est pas grave. Si vous présentez les couleurs, un chronométreur qui va présenter les couleurs pendant un concours de discours va utiliser de préférence un carton qui va être à peu près de cette taille. Évidemment, je présente une feuille blanche ici, mais il faut que le carton soit suffisamment de bonne taille pour que les gens vraiment le concurrent puisse voir
la couleur en question. Si vous optez pour un fond d'écran virtuel, ce qui est ma préférence personnellement, à ce moment-là, Toastmasters International met à votre disposition des écrans virtuels, des cartons de couleur virtuels que vous pouvez utiliser. Par exemple, le vert, le jaune et le rouge. Et là, si je mets quelque chose devant ma caméra pour obstruer la caméra, à ce moment-là, on ne voit que le carton de couleur. Et ça permet d'envoyer le signal de façon très claire au concurrent à propos du temps qui lui reste. Que ce soit sur papier ou avec un fond d'écran virtuel, assurez-vous que le nom de la couleur est écrit. Surtout si c'est sur papier, parce que sur papier, il peut y avoir de la distorsion, on peut mal voir la couleur. Alors, si je montre un papier vert, mais qu'il a l'air turquoise ou gris, ça peut être difficile pour le concurrent de déterminer le temps qui lui reste. Mais si j'écris le nom de la couleur, si j'écris vert sur le carton, là, à ce moment-là, ça va aider le concurrent à savoir le temps qui lui reste. Donc, une fois que le concurrent a terminé son discours, les participants, les gens qui assistent au concours vont tous avoir le droit d'allumer leur caméra et de montrer leurs applaudissements. Ils vont avoir le droit de le faire pendant une dizaine de secondes. On demande aux participants d'applaudir pendant 10 secondes et ensuite d'éteindre à nouveau leur caméra pour la période de silence. Et pendant la période de silence, le deuxième concurrent va avoir le droit d'ouvrir sa caméra pour se préparer. Et ensuite, le président concours va présenter le deuxième concurrent. Monsieur le concurrent, êtes-vous prêt? Oui. Nom du concurrent. Nom du concurrent, titre du discours, nom du concurrent. On ne te voit pas, Daniel. Hein? On voit encore ton carton rouge. Je viens de remarquer. Je vais... Voilà. Merci beaucoup. Merci aux 4 personnes qui ont signalé l'erreur. Donc, et ensuite, à partir de là, c'est la même chose pour tous les autres concurrents dans le concours. On invite le concurrent, on demande au concurrent s'il est prêt, on le présente et ensuite, le concurrent fait son discours et on ne voit que le concurrent et le chronométreur, ou du moins son carton de couleur. Concernant un concours d'évaluation, il y a quelques différences. Le concours va débuter non pas avec un concurrent, mais bien sûr avec le discours cible. Donc, le président ou la présidente de concours va demander à l'auditoire d'éteindre leur micro et leur caméra, sauf bien entendu l'orateur cible et le chronométreur. Va demander à l'orateur cible s'il est prêt et va présenter l'orateur cible. Nom de l'orateur cible, titre du discours, nom de l'orateur cible. Le président ferme sa caméra, l'orateur procède avec son discours et une fois que le discours est terminé, l'auditoire est autorisé à allumer leur caméra, applaudir pendant une dizaine de secondes et ensuite le président de concours va demander à l'administrateur principal de transférer tous les concurrents dans une autre salle virtuelle pour qu'ils puissent préparer leur évaluation en toute quiétude. Donc, l'administrateur principal procède avec le transfert des concurrents. Ça se fait un à la fois. Il va aussi transférer l'un des chronométreurs parce que les concurrents qui sont dans l'autre salle virtuelle vont avoir besoin d'exactement 5 minutes pour préparer leur évaluation, pas plus, pas moins. Et on va aussi avoir un administrateur adjoint qui va être dans la salle avec les concurrents pour s'assurer que
le tout procède en bon ordre. Ensuite, pendant que les orateurs, pendant que les concurrents présentent leur je recommence. Pendant que les concurrents préparent leur évaluation, le président, de son côté, va procéder avec l'entrevue de l'orateur ou de l'oratrice cible. Les concurrents disposent d'exactement 5 minutes pour préparer leur évaluation. Lorsque les 5 minutes sont écoulées, l'administrateur va annoncer au président que les concurrents sont prêts. Et à ce moment-là, le président va mettre fin à l'entrevue, l'auditoire va applaudir. Et ensuite, on va demander à l'auditoire d'éteindre leur caméra. L'administrateur principal va transférer le premier concurrent dans la salle principale. Le président va demander au concurrent s'il est prêt. Le concurrent va dire oui. Et ensuite, ça va être nom du concurrent, nom du concurrent. Puisque c'est une évaluation, il n'y a pas de titre de discours. On fait seulement répéter le nom du concurrent 2 fois. Le concurrent va procéder avec son discours. Le chronométreur va montrer les couleurs au moment opportun. Et à la fin du discours, l'auditoire va être invité à ouvrir leur caméra pour montrer leurs applaudissements pendant une dizaine de secondes et ensuite d'éteindre leur caméra pour la période de silence. Et pendant la période de silence, l'administrateur principal va transférer le deuxième concurrent dans la salle principale. Et lorsque la minute de silence est écoulée, le président va demander au deuxième concurrent s'il est prêt. Et ensuite, il va dire nom du concurrent, nom du concurrent. Et à partir de là, ben, c'est la même chose pour tous les autres concurrents par la suite. L'étape de la collecte des votes, ça, c'est très, très intéressant. C'est différent de ce qu'on fait normalement dans un concours en personne. Normalement, les juges vont vont remplir leur bulletin de vote. Ensuite, ils vont lever la main avec leur bulletin de vote dans les mains. Les scrutateurs vont aller chercher les bulletins de vote. Et lorsque les scrutateurs ont ramassé tous les bulletins de vote, ils vont aller dans une pièce différente avec le juge en chef. Dans une réunion virtuelle, dans un concours en ligne, une fois que le dernier concurrent a terminé son discours, le président va demander à l'administrateur principal de transférer tous les officiers dans des salles différentes. L'administrateur principal va transférer les chronométreurs et les scrutateurs dans une salle en particulier avec le juge en chef et va transférer tous les juges dans une autre salle. Ça permet au président de procéder avec l'entrevue des concurrents plus rapidement. Au lieu d'attendre que tous les juges soient prêts à fournir leur bulletin, on les transfère tout de suite dans une salle différente. Et à ce moment-là, ils sont isolés de la salle de concours et le juge en chef et les scrutateurs peuvent procéder à la lecture des bulletins de vote à leur rythme. Le juge en chef va demander d'abord le rapport des chronométreurs, va aller chercher les rapports des 2 chronométreurs. Si le rapport est un rapport papier, les chronométreurs vont montrer leur rapport à la caméra, suffisamment près pour que le juge en chef puisse le lire. Si c'est un rapport électronique, si c'est rempli dans un fichier PDF, les chronométreurs vont chacun leur tour partager leur écran pour que le juge en chef puisse lire le contenu du rapport. Ensuite, les chronométreurs vont être transférés dans la salle principale. Et lorsque les chronométreurs sont transférés dans la salle principale, l'administrateur principal va transférer l'un des juges dans la salle avec les scrutateurs
Et à ce moment-là, le juge en chef va demander au juge de présenter son bulletin de vote. Évidemment pas la partie évaluative, on ne présente pas la grille d'évaluation. Le juge présente seulement la partie en bas de la feuille avec les trois, donc première place, deuxième place, troisième place. Si c'est écrit sur papier, il va montrer la partie du bas du bulletin de vote à la caméra. Si c'est rempli dans un fichier PDF, le juge a simplement à partager son écran pour que le juge en chef et les scrutateurs puissent prendre note de ce qui est écrit sur le bulletin de vote. Une fois que ça c'est terminé, on transfère ce juge-là dans la salle de concours et on transfère un autre juge dans la salle avec les scrutateurs et le juge en chef. Et à ce moment-là, le processus se répète juge après juge jusqu'à temps qu'il ne reste plus de juges. Et à ce moment-là, c'est au tour des scrutateurs de procéder avec le comptage des votes. Et lorsque le comptage des votes est terminé, le juge en chef va annoncer au président, en fait, va annoncer à l'administrateur qu'ils sont prêts à retourner dans la salle principale. Et rendu dans la salle principale, le juge en chef ou l'administrateur va annoncer au président par messagerie le résultat du concours. Et c'est à ce moment-là que le président peut procéder avec la cérémonie de clôture. 2 minutes, Daniel, 2 minutes. Oh my goodness. OK. Cérémonie de clôture, on annonce première place, deuxième place, troisième place. Et tout le monde se réjouit, c'est la fête. Et c'est la fin du concours, peut-être des annonces pour le bénéfice de Toastmasters. Et ensuite, on met fin au concours, on dit merci à tout le monde. J'ai encore beaucoup d'informations. Malheureusement, il ne reste pas assez de temps pour tous les présenter. Alors, je vais faire un survol très, très, très rapide. Avant de procéder au concours, je vous recommande de faire une réunion de démonstration, une pour les concurrents, une pour les officiers de club, de concours, pour permettre à tout le monde de se familiariser avec les fonctionnalités de Zoom. Ça permet aussi aux administrateurs eux-mêmes de se familiariser avec les fonctionnalités de Zoom, transfert de concurrents, etc. Il faut aussi s'assurer, si vous êtes organisateur, si vous êtes administrateur, si vous êtes président, si vous remplissez une fonction d'organisation, assurez-vous que, surtout les administrateurs, assurez-vous de briefer tout le monde, en particulier les concurrents, sur les conventions d'identification, quand allumer et éteindre la caméra, les micros, comment cacher les participants dont la caméra est éteinte pour qu'on ne voit seulement ceux dont la caméra est allumée. Si pendant le discours, il va y avoir le chronométreur dont la caméra va être allumée et le concurrent lui-même. Donc, si vous voulez avoir seulement ces deux écrans-là présents sur votre écran, comment faire? Ça va être expliqué dans l'autre présentation de toute façon. Et c'est que d'autres trucs. Donc, ce que j'aurais présenté ici, de toute façon, je vais le présenter dans la prochaine présentation jeudi. Évidemment, la journée du concours, vous voulez que les concurrents et les officiers de club soient présents 30 minutes avant le début du concours et vous voulez que tous ces gens-là soient briefés ou obtiennent leurs directives, comme c'est le cas pour un concours en personne. Et pour ce faire, vous allez isoler ces gens-là dans des salles différentes. Les officiers dans une salle, les concurrents dans l'autre, pour qu'ils puissent avoir chacun leur briefing. Évidemment, ils ne seront pas dans la même salle pour éviter qu'on les reconnaisse. On ne veut pas reconnaître les juges, bien entendu. Daniel, jeudi, c'est à quelle heure? À 19h. C'est comme aujourd'hui, ça va être à 19h. C'est annoncé, je crois. Hein? Oui. Déjà? Oui, vous pouvez vous inscrire sur Eventbrite. Donc, vous voyez l'information ici. Donc, 19h ce jeudi, comment organiser un concours, partie 2, utilisation de Zoom. Vous pouvez contacter Earl DePass, Sonia Ganois, Tanya Hall si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter moi aussi ou Michel Saint-Germain. Et j'ai mis une liste de références ici
dans le cas où ça vous intéresserait. Mais vraiment, le mot final que je vous donne, c'est aller sur toastmasters.org dans Leadership Central, Speech Contest. Allez aussi sur le site web du District 61 dans les ressources pour les concours de discours. Vous allez avoir une tonne d'informations et de documents que vous pourrez télécharger. Et je vous recommande fortement de consulter tout ça pour vous assurer d'avoir tout en main pour organiser votre discours de façon efficace.